Bien, alors au nom de l'IAE de Nantes et de l'Université de Nantes, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour la 3e édition en fait, de ces conférences que nous organisons avec la Banque de France et Madame Cabèche, sa représentante directrice de la Banque de France Pays de la Loire, qui est présente avec nous ce soir. Et donc nous sommes toutes les deux très heureuses d'accueillir ce soir Monsieur Yvan Audona. Alors, c'est une petite plaisanterie entre nous sur les titres. Donc, directeur général adjoint de la direction générale de la stabilité financière et des opérations de la Banque de France. Très bien. Donc, Monsieur Audona vient nous parler ce soir d'un sujet très sérieux, en fait, les crypto-monnaies, la monnaie numérique, sujet d'actualité, puisqu'on a quand même quelques exemples récents de rebondissements sur certaines crypto-monnaies. Et donc, la Banque de France s'empare du sujet aujourd'hui, avec tout le sérieux et l'intérêt qu'on lui reconnaît. Et donc, on va pouvoir suivre avec Monsieur Audona une conférence pour nous expliquer comment tout ceci peut être pris en charge par cette institution. N'hésitez pas au cours de cette conférence à poser des questions. Il y aura un moment de questions aussi. Donc il ne s'agit pas seulement d'écouter M. Audona, mais aussi de pouvoir interagir avec lui. Et il va pouvoir ainsi répondre aussi à vos questions. Je vous remercie encore et puis bonne conférence. Madame Barbelivier, merci de l'invitation, merci de l'accueil, et merci à vous toutes et vous tous d'être là. Alors, on va parler d'un sujet à la mode, mais quand même un sujet très sérieux. Je vais vous parler de la monnaie d'aujourd'hui, la monnaie de demain. Et mon objectif, ça va être de vous aider à éviter dans ce domaine de faire certains amalgames qui sont assez faciles. Vous aider en fait à identifier les choses dans ce domaine comme elles sont et non pas comme elles voudraient qu'on soit. Alors je ne vais pas le faire seul. Vous allez m'y aider en fait, vous allez participer sous forme de 2 questions que je vais vous poser au long de l'exposé. On va commencer tout de suite par une première question. Il faut que vous alliez sur le site qui est indiqué à l'écran. Une fois que vous serez connecté et que vous aurez répondu à la première question, il faudra rester connecté parce que la deuxième question viendra un petit peu plus tard, mais je vous le dirai à ce moment-là. Très bien. Donc, si vous êtes tous connectés, je vais le remettre là. Et on va lancer la question une fois que vous êtes connectés. Et vous aurez 2 minutes pour y répondre. Donc ça va aller assez vite. Et je voulais la question, comme ça vous avez le temps d'y réfléchir. Qui a dit, en matière de monnaie, les États ont tous les droits et les particuliers aucun? Donc c'est une question à choix multiple. Il y a 3 réponses possibles. Winston Churchill, Vitalik Buterin, Ferdinand Maréchal. Vous avez 2 minutes. On prend encore 30 secondes et on va afficher les résultats du petit sondage. Enfin, plutôt, je vais vous les donner.
Bon, la mise en route est un petit peu difficile, c'est normal, c'est la première question, mais restez bien connectés ensuite pour la deuxième question, pour que ça aille un peu plus vite. Hein. J'ai perdu la... On va vous donner la réponse. Vous aurez de toute façon la réponse. Alors... Et là, j'affiche les réponses comment, là? Tu me les as pas mis. Ça, c'est les défauts de la technique. Bon, on fera mieux la prochaine fois sur la prochaine question. Donc, vous avez répondu à 47% Winston Churchill, à 29% Ferdinand Maréchal et à 24% Vitalik Buterin. Bon, ça n'est pas Winston Churchill, ça n'est pas la bonne réponse. Alors ça a des accents churchilliens, hein, je reconnais. C'est pas Vitalik Buterin. Vous savez qui est Vitalik Buterin, hein? C'est l'inventeur d'une des crypto-monnaies, c'est la deuxième en termes de capitalisation des marchés, l'Ethereum, la chaîne de la blockchain Ethereum, Ether. Hein, Vitalik Buterin. Bon, Churchill, vous connaissez Churchill. Et la bonne réponse, c'est Ferdinand Maréchal. Mais vous ne connaissez pas Ferdinand Maréchal, manifestement. Enfin, alors, Ferdinand Maréchal, le voilà. Alors, pour ceux qui sont cinéphiles, je ne doute pas qu'ils connaissent ce film, Le Cave se rebiffe. Ferdinand Maréchal, c'est le personnage joué par Jean Gabin, qui est un faux monnayeur, enfin un ancien faux monnayeur, qui est sollicité par un vieil ami à lui qui s'appelle Charles Le Picard, qui est joué par Bernard Blier. Et il est hésitant, qui vient le solliciter pour se lancer dans une affaire de faux monnayage. Et il est hésitant à le faire, il lui dit non, ça n'est pas une très bonne idée. La dernière fois que j'ai fait ça, ça s'est mal terminé. J'ai fabriqué des billets de 200 florins et au moment où je m'apprêtais à les mettre en circulation, paf, décret royal, la reine des Pays-Bas décide que le 200 florins est retiré de la circulation. Et Charles Le Picard s'interroge, il dit mais comment est-ce que c'est possible? Et lui, il répond, dis-toi bien qu'en matière de monnaie, les États ont tous les droits et les particuliers aucun. Ce qui veut dire, c'est en fait quelque chose qu'on connaît depuis Aristote, c'est que la monnaie, ça n'est pas, elle n'existe pas par nature, mais elle existe en vertu de la loi, qui peut la changer et qui peut la rendre inutilisable. Et de façon très concrète, aujourd'hui, en France, la monnaie, c'est l'euro. Ce qui veut dire que l'euro, c'est la seule monnaie ayant cours légal. Alors, si on veut caractériser les choses, la monnaie en France et dans la zone euro et en réalité dans tous les pays du monde, essentiellement, elle prend deux formes. Il y a ce que vous connaissez qu'on appelle la monnaie fiduciaire, les pièces et les billets. Et puis, il y a une autre forme de monnaie, dite la monnaie scripturale, qui existe sous forme de compte ou d'écriture de compte. Il y a la monnaie qui circule entre les banques, que les banques utilisent pour leurs opérations entre elles, ce qu'on appelle règlement interbancaire. Et puis, il y a la monnaie scripturale qui correspond à ce que vous, particuliers, étudiants, jeunes, moins jeunes, entreprises, avez en compte dans votre banque commerciale. Et cette monnaie qui existe sous forme d'écriture en compte, on peut l'utiliser de différentes façons. On peut la faire circuler et l'utiliser pour payer de différentes façons, sous forme de carte, de virement, de chèque, etc. Alors, je le précise parce qu'il ne faut absolument pas confondre monnaie, comme je viens de l'expliquer, avec deux formes, les billets et puis les comptes, et puis les moyens de paiement. Les moyens de paiement, c'est la carte, c'est le chèque, c'est le virement. Ce n'est pas de la monnaie. Et c'est ce qu'on utilise pour les paiements, ce que j'appelle les paiements de détail, c'est-à-dire les paiements de la vie quotidienne. Et en fait, aujourd'hui, peut-être pour préciser encore, j'avais oublié ce petit
point qui est en réalité essentiel, c'est que dans cet ensemble d'acteurs, où il y a la Banque centrale qui émet et garantit des pièces et des billets, qui émettent de la monnaie que les banques utilisent entre elles, et puis les banques commerciales qui émettent de la monnaie qui est utilisée par les particuliers en compte, il y a un acteur essentiel qui est la Banque centrale, donc, en France, la Banque de France, la zone euro, la Banque centrale européenne, qui va faire deux choses importantes pour la monnaie. Elle va contrôler la quantité de monnaie en circulation, c'est ce qu'on appelle la politique monétaire, et elle va assurer la sécurité des moyens de paiement. Vous vous rappelez cette distinction entre monnaie et moyens de paiement, hein. La sécurité des moyens de paiement, c'est éviter, par exemple, les fraudes à la carte, les fraudes sur le chèque, ce genre de choses. Ça, c'est la Banque centrale qui fait ça. C'est sa mission. Et elle contrôle la quantité de monnaie en circulation au sens où elle va éviter concrètement qu'il y ait trop de monnaie en circulation pour éviter des situations d'inflation qu'on ne saurait pas maîtriser. Alors, si vous voulez, peut-être un dernier mot sur cette diapo, vous faire une idée un peu des quantités derrière. Qu'est-ce que ça signifie ? Sur 100 € en circulation aujourd'hui en France, hein, vous en avez 94, c'est de la monnaie scripturale, c'est de la monnaie en compte, et 6, sont des pièces et des billets. Donc, vous voyez, la monnaie aujourd'hui, elle existe essentiellement sous forme scripturale. Donc si je pousse le trait un peu loin, je pourrais dire que la monnaie numérique, elle existe déjà d'une certaine façon. C'est de la monnaie virtuelle, c'est de la monnaie en compte. Alors, comment est-ce que ça fonctionne aujourd'hui en France et dans la zone euro ? Le constat qu'on fait, c'est que en fait, la confiance qu'on a dans l'euro, dans la zone euro, est aujourd'hui, hein, dans le dernier sondage qui a été fait au niveau européen, à son plus haut. Vous avez 80% des citoyens de la zone euro qui considèrent que l'euro, c'est une bonne chose pour l'Union européenne. Si on fait le sondage en France, on a un pourcentage qui est un petit peu plus bas, mais ça reste quand même des pourcentages très élevés. Donc, on a un système monétaire, une organisation monétaire qui semble convenir aux citoyens. Moi, c'est ce qu'ils disent. Ceci dit, si on veut être un petit peu plus précis, on est obligé de constater qu'il y a quand même quelques difficultés avec cette organisation. D'abord, il y a des situations de non-bancarisation. Donc, je viens de vous expliquer que l'essentiel de la monnaie qui circule passe par des comptes en banque. Et là, ce que je vous dis, c'est qu'il y a quand même des gens qui n'ont pas de compte à la banque, pour différentes raisons. Dans le monde entier, c'est plus d'1 milliard de personnes. En France, c'est plus restreint. On estime ça à peu près à 105 000 personnes, mais c'est quand même suffisamment important pour qu'on s'y intéresse et qu'il y ait une démarche qui vise à renforcer ce qu'on appelle l'inclusion bancaire, permettre au maximum de gens d'accéder à la monnaie en compte, à la monnaie scripturale. Mais ça n'est pas tout. Cette monnaie scripturale, en fait, aujourd'hui, elle circule essentiellement à travers la carte. Sauf que les paiements par carte, en réalité, ça revient assez cher. Et ça coûte cher notamment aux commerçants. Hein. C'est ce qu'on voit dans la zone euro. Si on compare le coût à celui de l'argent liquide pour les commerçants en Europe, hein, c'est une moyenne, le coût de la carte, c'est 2 fois plus que l'argent liquide. Donc ça n'est pas complètement indifférent, ce qui peut expliquer, par exemple, vous avez tous pu le constater, que parfois certains commerçants peuvent vous refuser des paiements par carte, par exemple, pour cette raison-là. La troisième dimension, troisième limite à considérer, c'est une limite qui nous fait sortir un peu de nos frontières, c'est que l'argent que j'ai, je peux avoir besoin de le transférer ailleurs pour différentes raisons, au-delà des frontières. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que en fait, ce processus, il ne fonctionne pas très bien. Il coûte cher, là aussi, et il est assez lent. En réalité, il faut parfois jusqu'à plusieurs jours pour faire un virement international. Alors, je ne sais pas s'il y a des étudiants étrangers dans la salle, enfin, ou dont les parents ou les proches vivent à l'étranger et reçoivent des virements, mais je suis sûr qu'ils peuvent le constater. Alors, c'est là où intervient Satoshi Nakamoto. Je suis sûr que vous savez tous qui c'est. C'est la personne qui aurait inventé le Bitcoin. En fait, on ne sait pas si c'est vraiment une personne qui existe ou qui a existé, ou le groupe de personnes qui auraient inventé le Bitcoin. Peu importe, toujours est-il qu'il a sa statue en Hongrie, ça existe, dans un parc à Budapest. Et ce que nous dit Satoshi Nakamoto, c'est la chose suivante.
face à ces difficultés, ce qu'il faut, c'est à l'écran, c'est un système de paiement électronique basé sur la preuve cryptographique. Il y a cette notion de en fait, technologie qui permettrait de se passer de tiers de confiance. Donc, dans le système qu'il propose, au fond, plus de banque centrale. Et donc, la proposition, la pétition de principe, c'est qu'on peut utiliser la monnaie qu'il propose, le Bitcoin, fondée sur une technologie innovante, pour effectuer des transactions, comme on le fait aujourd'hui par l'euro, mais ça n'est pas l'euro, ça n'est pas ce qu'on appelle la monnaie fiat, c'est-à-dire la monnaie définie par la loi et qui a seul cours légal. Alors, fondamentalement, l'enjeu, c'est l'enjeu de la technologie, ce qu'on appelle la technologie de la blockchain, avec une promesse en fait. Cette promesse, c'est que la confiance qui est apportée dans le système de la monnaie fiat, la monnaie décrétée par les gouvernements, qui est fournie par la Banque centrale, par les banques, cette confiance-là, en fait, elle peut être garantie par la technologie. C'est ça la promesse. Et au fond, ce qu'on va voir dans la suite, c'est dans quelle mesure cette promesse est satisfaite. Alors peut-être, je ne suis pas informaticien ou spécialiste de cryptologie, donc je ne vais pas me lancer dans des détails très longs, mais je crois que, en fait, si on veut bien comprendre ce qui est en jeu, on peut s'arrêter sur 3 ou 4 aspects de ce qu'il y a derrière la blockchain. L'intuition, c'est que, en fait, plutôt que lorsqu'on a un fichier, transférer une image, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Hein, quand vous avez un fichier sur le disque dur de votre ordinateur, que vous transférez, par exemple, une note, un fichier Excel, etc., ce que vous transférez à un camarade, une camarade via Outlook, par exemple, c'est une image. Le fichier, il reste sur votre disque dur. Donc, d'une certaine façon, vous en gardez la propriété et vous dupliquez le fichier autant de fois que nécessaire. Bon. Ce que fait la blockchain, c'est une idée différente, c'est que ce qui va être transféré, ce n'est pas l'image, c'est le fichier lui-même, physiquement. Et donc, c'est une technologie qui permet de transférer la propriété du fichier. Le fichier va passer d'une personne à l'autre, donc je ne l'ai plus, vous l'avez, vous en devenez le propriétaire. Ça, c'est l'intuition. Après, tout l'enjeu, c'est de voir comment on organise ça. Et on organise ça à travers un mécanisme dit de consensus pour la validation des transactions sur la blockchain. En fait, ce consensus, c'est la capacité en fait, à mobiliser tout un réseau d'ordinateurs physiquement qui vont être mobilisés pour finalement décider de la validité ou pas d'une transaction. J'y reviendrai. Et peut-être deux éléments de décryptage, si j'ose dire encore, c'est que ces transactions, elles sont stockées sous forme d'un bloc de données chiffrées. C'est ça le bloc de blockchain. Il y a un bloc de données qui comprend un certain nombre de transactions. Et l'autre idée importante, c'est que ces transactions sont historisées. C'est-à-dire qu'elles sont suivies et compilées au fil du temps, de sorte qu'on a dans la blockchain la trace de toutes les transactions faites depuis le début, depuis le démarrage. Et cet historique qui caractérise la notion de chain dans le blockchain, cet historique, il va être connu de tous les participants à la blockchain. Donc ça, c'est l'idée de transparence. Et c'est comme ça que la confiance se construit à travers la technologie. Il y a un consensus. Il y a un historique de toutes les transactions et ces transactions sont connues de tous les participants. Alors, c'est là où va venir la deuxième question. Et je vous la lis. Comment Lionel Messi est-il rémunéré, du moins partiellement? En Bitcoin, première réponse. En PSG Fan Tokens, deuxième réponse. En Stock Options, troisième réponse. Comment?
10 secondes, oui, d'accord. Encore 10 secondes. Je vois qu'il y en a qui ont la réponse là. Bon. Ah ok, oui. Très bien, merci. Alors, je ne suis toujours pas au point avec l'affichage de la réponse. Non, je ne l'ai pas là. Dis-moi, montre-la moi, montre-la moi. Montre-la moi, ce sera plus simple. Alors, vous avez répondu à 54% en PSG Fan Tokens, à 29% en Bitcoins et à 16% en Stock Options. Donc là, je constate qu'au foot, vous êtes meilleur. Hein. La bonne réponse est effectivement les PSG Fan Tokens. Alors, ce que je vais illustrer par là, c'est le point suivant. En fait, dans ce monde des cryptoactifs, on a absolument une prolifération d'objets. Les PSG Fan Tokens, c'est ce qu'on appelle une nouvelle génération de ces tokens, de ces cryptoactifs. En fait, ce sont des tokens que certains clubs, les grands clubs en Europe aujourd'hui, peuvent émettre, en fait, vendre émettre à destination de leurs supporters. Alors le token, il a une particularité, c'est que en réalité chaque token est unique, et donc c'est ce qu'on appelle des tokens non fongibles. Et quand vous le possédez, il vous donne par exemple certains droits. Alors ça peut couvrir différentes choses, hein, mais par exemple la possibilité d'écrire le message de bienvenue aux joueurs quand ils arrivent dans le vestiaire. Bon, voilà. Le PSG Fan Token a été émis la première fois en juin 2020. Donc c'est pas très vieux. Il valait quelques euros, 4 euros. Au moment où Lionel Messi a été recruté par le Paris Saint-Germain, il a atteint une 50 ou 45 euros. Aujourd'hui, il est autour de 20 euros. Voilà. Bon, où je vais en venir? Je vais en venir à la chose suivante. En fait, c'est une façon de vous dire qu'il y a différents types de cryptoactifs. En fait. Le point de départ, c'est ce qu'on appelle les coins ou les unités, que le Code monétaire et financier, la loi française, définit de la façon suivante. Ce sont les actifs numériques émis sur une blockchain, exemple le Bitcoin, exemple l'Ether ou l'Ethereum, il y en a d'autres, qui permettent d'acquérir un bien et service, mais qui ne représentent pas une créance sur l'émetteur. C'est-à-dire que vous possédez le coin, mais vous n'avez pas de créance sur un émetteur, contrairement à l'argent que vous avez. Quand vous avez un argent en compte à la banque, vous avez une créance sur la banque. C'est un argent qu'elle vous doit. Quand vous avez un billet de banque, vous avez une créance sur la Banque de France. C'est un argent que la Banque de France vous doit. Là, quand vous possédez un bitcoin, ben, vous avez un bitcoin. Bon. Mais ça n'est pas tout. En fait, Ethereum, c'est déjà une avancée par rapport à Bitcoin, au sens où la blockchain permet en fait d'intégrer des petits programmes qui changent un peu les caractéristiques du coin pour faire des jetons, ce qu'on appelle les smart contracts. Et ces caractéristiques en fait permettent, ça peut être une simple pièce jointe, ça peut permettre de donner au coin les attributs d'un titre financier. Aujourd'hui, vous avez certaines blockchains qui circulent ce qu'on appelle les security tokens, donc ce sont des titres financiers mais sous forme numérisée. Et puis, dernière génération, c'est ce qu'on appelle les stable coins, c'est-à-dire des cryptoactifs qui sont conçus de telle sorte que leur valeur reste stable par rapport à un actif de référence. Ça peut être de la monnaie fiat, ça peut être de l'euro, du dollar, ça peut être une matière première, ça peut être un titre financier. Là aussi, les exemples abondent. Et aujourd'hui, sur le site CoinMarketCap, je suis encore allé tout à l'heure, on peut dénombrer jusqu'à près de 7000 cryptoactifs qui sont cotés. 7000. Vous entendez beaucoup parler du Bitcoin. Dans ce monde, on en est à une multitude d'objets en fonction des différents usages. Bon. Donc là, on commence à se dire, il y a peut-être un petit sujet par rapport à cette idée que tout ça, c'est de la monnaie. Vous voyez bien, jusqu'à présent, j'ai employé la notion de cryptoactif. Je n'ai pas dit crypto-monnaie. À dessein. Alors,
Mais on peut être troublé, hein. Il y a de quoi se poser des questions et se dire, bon, je ne m'y retrouve pas dans cet ensemble. Et c'est un peu ce que dit John Oliver. Ceux qui connaissent John Oliver, c'est un humoriste qui anime un talk show sur HBO aux États-Unis, un talk show hebdomadaire qui s'appelle Last Week Tonight. Et il fait comme ça régulièrement il traite sous forme humoristique des thèmes assez sérieux. Et il a fait une émission, enfin c'était il y a 3 ans, en 2018, sur les cryptocurrencies. On disait cryptocurrencies, ce que j'appelle les cryptoactifs. Et il a commencé son émission comme ça. Je vous invite à regarder, c'est sur YouTube, hein, vous avez la vidéo. Il commence en disant, ce soir, en anglais, nous allons parler des crypto-monnaies, c'est-à-dire tout ce que vous ne comprenez pas à la monnaie combiné à tout ce que vous ne comprenez pas à l'informatique. Bon, je crois que ça dit tout. Alors, ceci dit, si vous ne comprenez pas ce que c'est, ben moi je vais essayer de vous expliquer ce que c'est. Et alors, tout de suite, je ne vais pas faire de mystère, ça n'est pas de la monnaie. Je vais être très clair. S'il y a une chose que vous devez retenir de tout ce que je vais dire en sortant de la salle ce soir, c'est que ça n'est pas de la monnaie. Bon. Et je vais vous expliquer pourquoi. La monnaie, en réalité aujourd'hui, on se réfère à la définition d'Aristote qui date de la Grèce antique. Et Aristote identifie 3 fonctions à la monnaie et qui font toujours référence. C'est un moyen d'échange, c'est une unité de compte, c'est une réserve de valeur. Les 3. Et il y a une caractéristique qui unit ces 3 fonctions, c'est la notion de stabilité. Le constat qu'on doit faire sur les principaux cryptoactifs, c'est que leur valeur fluctue très fortement. Le graphique que je vous ai mis représente la volatilité historique d'un certain nombre d'actifs entre janvier de cette année et puis mi-octobre. Alors je ne sais pas, vous avez fait un peu de stats, vous faites un peu de stats. Enfin, je vous envoie à votre cours de stats descriptives, calcul indicateur de volatilité historique. Sur l'Ethereum, sur le Bitcoin, vous voyez, vous avez des volatilités qui sont facilement 10-15 fois plus élevées que la plupart des autres actifs. C'est beaucoup plus élevé que l'or. C'est peut-être pas complètement intuitif pour vous. Alors, vous me direz, mais peut-être sur cette période-là, mais quid d'autres périodes? Vous pouvez faire le calcul. Beaucoup plus élevé que l'or, beaucoup plus élevé que l'indice de référence des actions à la Bourse de Paris, le CAC 40. Alors, si ce n'est pas intuitif, les actions, c'est quand même quelque chose qui bouge beaucoup. Beaucoup plus élevé que le dollar. Là, ce que j'ai représenté, c'est ce qu'on appelle le taux de change effectif du dollar c'est le taux de change du dollar contre quelques grandes monnaies. Beaucoup plus élevé que l'euro. Beaucoup plus élevé que l'indice de référence sur les obligations d'État en France à 10 ans. Et alors, dernier actif que j'ai mentionné, c'est une crypto-monnaie qu'on appelle, un crypto-actif, pardon, qu'on appelle le Tether. Je ne sais pas comment le dire en anglais, ou Tether, qui a comme promesse, là aussi, de stabiliser la valeur du cryptoactif. Donc Tether tire la leçon de Bitcoin et d'Ethereum, voit bien la difficulté à utiliser ça comme un signe monétaire, et Tether fait la promesse de garantir la monnaie. Il faut croire qu'ils y arrivent, parce que vous voyez, on a une volatilité qui est très proche, qui est inférieure à celle du dollar et qui est très proche de celle de l'euro. Sauf que Tether, en fait, aujourd'hui, en termes de circulation, de capitalisation du marché, c'est assez petit. C'est de l'ordre, enfin je vais y revenir, c'est de l'ordre de 2% sur l'ensemble de la capitalisation des cryptoactifs. Et aujourd'hui, Tether, en réalité, pose d'énormes problèmes de transparence, voire de sécurité. Il y a une enquête aujourd'hui du département de la justice européenne qui concerne certains dirigeants de l'entité qui émet Tether, parce qu'en réalité, il y a très peu de transparence sur la façon dont cet arrimage, cette stabilité est assurée. C'est un arrimage au dollar, mais en réalité, quand vous achetez du Tether, vous ne savez pas forcément ce que vous achetez. Donc on commence à toucher du doigt, je pense, les difficultés qu'il y a dans cette affaire.
C'est-à-dire que les actifs les plus connus, ceux qui circulent le plus, le Bitcoin, l'Ethereum, ça fluctue énormément. Donc il faut le savoir hein, quand on en acquiert. Et ceux qui ont la prétention de stabiliser, eh bien, on ne sait pas trop comment c'est fait et on peut avoir des doutes sur la manière dont c'est fait. En tant que, si on est un particulier qui cherche à investir dans n'importe quel support, par exemple, pour placer son épargne, la première chose qu'on fait, c'est que on doit savoir où on met son argent. On s'informe de qui va proposer le placement dans lequel on va placer son argent. Où on s'assure qu'on a une certaine maîtrise de la valeur de ce placement. J'ai l'impression que quand je regarde ce paysage, du côté des cryptoactifs, aucune de ces conditions n'est remplie. Alors, je vais préciser encore mon propos. Si on regarde l'utilisation pratique des cryptoactifs, aujourd'hui, alors ça c'est un mélange d'informations, il n'y a pas de sondage très structuré derrière. Hein. Ça c'est ce que je dirais de l'intelligence des marchés, c'est ce qu'on comprend quand on parle aux acteurs. L'essentiel de l'utilisation, c'est de la spéculation, c'est-à-dire qu'on achète ces actifs dans l'espérance d'un gain, et donc ça peut fonctionner. Hein, je suis sûr qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui se disent, mais mince, j'aurais dû faire comme mon copain, acheter du Bitcoin quand je pouvais, ou une fraction de Bitcoin. Bitcoin, ça coûte tellement cher qu'aujourd'hui, on peut en acheter simplement des toutes petites fractions, ce qu'on appelle des Satoshi, et vous pouvez en acquérir. Et vous dire, bon, demain, vu que ça monte, je vais gagner énormément d'argent. Bon, la spéculation, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que quand vous avez un rendement élevé, ça c'est des lois de la finance. Hein. La finance, c'est pas une science exacte, mais il y a quand même quelques impondérables. C'est le fait que s'il y a rendement, il y a risque. Bon. Mais ça, c'est le premier motif. On détient des cryptoactifs parce qu'on en espère un gain. On peut faire des paiements en ligne dans une certaine sphère. Si vous êtes sur le monde d'Internet, effectivement, on peut faire des paiements en ligne en Bitcoin. On peut même faire des paiements d'objets réels. Je pense que je ne suis pas sûr que ce soit toujours le cas, mais à un moment donné, on pouvait payer sa Telsa si on voulait, si on avait les moyens en Bitcoin. Je ne suis pas sûr que ça soit toujours possible. Mais ce qui a très tôt alerté, c'était qu'on s'est rendu compte que tout ça servait à alimenter des activités criminelles. Alors, quand on parle aux professionnels aujourd'hui, ils vous disent que c'est un peu moins le cas, mais ça n'est pas exclu. Bon. À côté de ça, une fois qu'on a dessiné ce paysage, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a l'émergence de tout un monde, de toute une forme alternative de la finance, qu'on appelle la finance décentralisée, DeFi, où autour de la blockchain, vous avez un certain nombre d'opérateurs qui... précisément, il n'y a pas d'intermédiaire, c'est ça la caractéristique. Mais autour de la blockchain, vous avez des services qui émergent, qui sont proposés et qui sont gérés d'une façon automatisée à travers ces fameux smart contracts, ces contrats intelligents. Donc, ça peut séduire, mais bon... Et là, on ne fera pas de morale ni de jugement de valeur, mais simplement, quand on investit ou quand on met son argent quelque part, la règle de base, c'est de savoir où on le met, avec qui on contracte, etc. Là, on est dans un monde où tout est automatisé. Donc, on peut s'interroger sur la pertinence. Mais enfin, il y a des acteurs, je dirais, de la finance traditionnelle qui commencent à s'y intéresser et à expérimenter pour voir si, à travers ce type de dispositif, ils peuvent mettre en place des services qui produisent plus de gains, plus de perspectives de rendement qu'aujourd'hui, dans un monde où les taux d'intérêt sont très bas. Donc c'est cette idée de porosité avec la finance traditionnelle. Bon, simplement, par rapport à cette idée de monnaie, hein, et cette question de savoir si c'est de la monnaie ou pas, vous avez eu ma réponse et je vais la caractériser. Je me réfère à ce qu'on appelle la monnaie fiat. Et donc à la masse des billets, des pièces et billets en circulation et de ce qu'on peut avoir sur les comptes à vue. Quand je fais la somme de tout ça, j'obtiens un agrégat qu'on appelle M1. Pour ceux qui ont fait un peu de cours de monnaie, ils savent ce que c'est. Mais M1, c'est ça. C'est la somme des encours de billets et pièces en circulation et des comptes à vue à la banque, dans les banques. Je fais ce calcul dans les grandes zones monétaires, dans la zone euro, au Japon, aux États-Unis, en Chine. Je fais la somme de tout ça
j'arrive à un total qui n'est pas loin de 45 000 milliards d'euros, en équivalent euro. Quand je prends la masse des crypto-actifs qui circulent dans le monde, j'arrive à un total de 1,8 enfin, on va dire, non, je vais le dire plutôt comme ça, 1800 milliards d'euros en équivalent. J'allais dire 1,8 trillion, mais trillion, c'est pas tout à fait ça. 1800 milliards. Donc vous comparez 1800 milliards à 45 000 milliards. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que majoritairement, et je n'ai pas besoin de faire des démonstrations plus fortes que ça, quand les individus, les particuliers, les entreprises doivent payer, quel que soit ce qu'ils achètent, ils le font avec ME, pas avec des cryptoactifs. Enfin, massivement, je dirais. Hein. Donc, si jamais on fait cette utilisation, elle reste marginale. Donc, ce n'est pas ce que j'appelle de la monnaie. En tout cas, de ce point de vue, l'intention ou la promesse de Satoshi, je pense qu'elle n'est pas satisfaite parce qu'on n'en est pas encore à une situation où les gens se disent « j'ai suffisamment confiance pour que, et les commerçants non plus, pour que mes prix soient affichés en Bitcoin, mes achats, je les fasse en Bitcoin et mon épargne, je la détiens en Bitcoin. » Ça n'est pas comme ça que ça se passe aujourd'hui. Alors, j'ai beaucoup insisté sur la question de la stabilité pour caractériser la monnaie. Et donc, peut-être, je reviens un petit peu en arrière. Hein. Il y a un chiffre que je n'ai pas commenté, enfin un graphique que je n'ai pas commenté, qui est celui qui est tout à droite, où simplement là, je représente la répartition de la capitalisation des cryptoactifs entre les différents cryptos. Et vous voyez qu'à 40%, c'est du Bitcoin, à 20%, c'est de l'Ethereum, et le reste représente les 40% restants. Et en fait, le reste, quand on le détaille, c'est une myriade de petits cryptoactifs, dont le Tether, et les plus importants représentent à peine 2%. Donc vous voyez, le monde du crypto aujourd'hui, en réalité, au-delà de tout le bruit qu'il peut y avoir autour, c'est essentiellement du Bitcoin et de l'Ether, c'est-à-dire deux actifs qui sont, encore une fois, extrêmement volatiles. Bon. La volatilité, c'est une chose, ce n'est pas le seul risque. Hein. La volatilité, c'est un risque, d'une façon générale, quand on investit sur les marchés financiers, ça se gère, mais ce n'est pas le seul risque. J'ai parlé de la criminalité. La criminalité, c'est le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme. Ça, c'est une réalité de ce monde-là. C'est la fraude. Si vous allez sur Internet, vous avez régulièrement des cas de fraude. Hein. Alors, les fraudes, il faut bien les caractériser. Ce n'est pas nécessairement des fraudes sur la blockchain. C'est de la blockchain, à travers ce mécanisme de consensus, de validation par consensus, fait la promesse d'une inviolabilité. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est que tout n'est pas sur la blockchain. Quoi qu'il aille. Donc, si vous avez des cryptoactifs qui sont dans des porte-monnaies électroniques en dehors de la blockchain, on constate souvent des opérations de piratage. Ce qui peut se passer aussi, c'est que si vous faites des opérations sur une plateforme qui vous vend du Bitcoin, etc., vous n'avez pas nécessairement l'assurance que vous obtiendrez les Bitcoins que vous avez achetés. Et ça aussi, ça arrive. Donc, il y en a qui se font la malle avec les euros, les dollars que vous leur ont versés et les Bitcoins, vous les attendez. Donc ça, c'est la fraude. Et puis, il y a le risque cyber qui existe par construction dans ce monde. On est dans un monde Internet, donc le risque cyber, c'est un risque systémique qui est à la mesure de ce monde-là qui est global, qui est mondial. Mais il y a un dernier risque avec lequel peut-être vous êtes moins familier, mais c'est là où ça devient aussi mon affaire, en tant que banquier central, c'est tout ce qui a trait à la stabilité financière. La stabilité financière, c'est la stabilité du système financier, le bon fonctionnement du système financier. S'assurer, par exemple, qu'on n'aura pas de répétition de la crise de 2008. Alors, c'est compliqué comme travail, vous voyez. Ce qui se passe aujourd'hui, dans le monde des cryptoactifs, c'est qu'on commence à constater qu'il y a un certain nombre d'investisseurs qui s'endettent pour acquérir des positions sur des cryptoactifs. Cette idée d'endettement pour investir, c'est ce qu'on appelle le mécanisme de levier, c'est typiquement ce qui est au cœur de la crise de 2008. Bon. Donc vous voyez où je veux en venir. Là, je ne vous parle pas de prix immobiliers qui montent et puis qui s'effondrent. Là, je vous parle de prix de cryptoactifs qui montent et qui peuvent s'effondrer. Je vous parle d'investisseurs, d'acteurs qui empruntent pour
prendre des positions sur des actifs dont le prix monte et peut s'effondrer. S'ils prennent une position en pariant à la hausse, mais que le prix qu'ils retirent de leur placement est moindre que celui qu'ils avaient anticipé, ils se retrouvent dans une situation où ils ne peuvent pas honorer le remboursement de la dette qu'ils ont contractée. Donc, le prêteur, qui peut être une banque, qui peut être un hedge fund, il peut se retrouver confronté à une situation de défaut avec un mécanisme de réaction en chaîne. Alors, ce que je décris là, c'est une forme de risque extrême. C'est un risque qui peut être encore théorique, mais qu'on voit poindre. Donc ça, c'est un point d'attention pour les régulateurs, pour les banquiers centraux. Ça, c'est le monde des cryptoactifs en général. Et puis, il y a Libra. Libra et l'annonce faite par le promoteur de Libra en octobre 2019 qui dit « Je vais créer un système de paiement global, mondial, qui va être adossé à une réserve de liquidité d'actifs très liquides, c'est-à-dire un stablecoin. Et donc, je vous propose une monnaie mondiale, numérique, qui ne présente pas les difficultés du Bitcoin parce que ça va être adossé à une réserve de liquidité d'actifs très liquides. Donc, je vous garantis la stabilité. » Donc ça, c'est l'annonce de Mark Zuckerberg quand il est auditionné devant le Congrès américain en octobre 2019. De façon un peu plus concrète, ça c'est 2019, on est en juin dans 2021, l'histoire a un peu évolué. Je ne vous fais pas tout le détail, mais peut-être qu'on pourra y revenir dans les questions. Libra, le projet Libra ne s'appelle plus Libra, mais Diem, mais il y a toujours la même promesse, un stablecoin. Ce qu'ils ont précisé, c'est que l'adossement se ferait par rapport au dollar. Et l'ambition est toujours la même, offrir une monnaie privée, une pseudo-monnaie privée, utilisable par les quelques 3 milliards d'inscrits sur Facebook. Et ça change la donne. Là, je vous parlais tout à l'heure, quand j'ai fait ma revue des risques adossés aux cryptoactifs, de risques avérés comme les risques de fraude, de blanchiment, de cybersécurité. C'est avéré parce qu'on a constaté des cas comme ça. Mais c'était pas, quand ces risques se sont produits, ils n'étaient pas de nature à renverser le système. Bon. Je vous ai parlé d'un risque qui semble poindre, c'est le risque de stabilité financière. Mais enfin, on est au début de l'affaire. Mais c'est un point d'attention. Je répète, vraiment, pour que ce soit bien clair. Dans toutes les crises financières, c'est toujours le même mécanisme. Des individus, des entités qui s'endettent en quête d'une perspective de rendement. Ça, c'est le début des ennuis, quand ça devient massif. Bon. Là, Libra change la donne au sens suivant. Alors, Libra dit, je vous offre une solution pour régler plein de problèmes. J'ai une monnaie mondiale, ça c'est le réseau Facebook. Ça permet de résoudre des problèmes d'inclusion financière, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que toutes les personnes qui ne sont pas bancarisées, qui n'ont pas de compte bancaire, eh bien, je leur permets d'avoir accès à la monnaie via leur compte Facebook, en quelque sorte. Grâce à Libra, je peux régler les problèmes de paiement transfrontière, ça ne prendra pas de temps, ça ira très vite, ça coûtera moins cher. Alors c'est vrai que la promesse, elle est tentante parce que on estime que pour valider un bloc sur la blockchain de Bitcoin, il faut 10 minutes. Alors si c'est 10 minutes, ça ne permet pas d'acheter une baguette de pain, enfin pas de façon efficace. Mais ça peut être une solution intéressante si on veut faire du virement, parce que les 10 minutes, il faut les comparer aux jours que j'ai mentionnés quand on veut faire un virement international. Donc là, ce n'est pas 4 jours, c'est 10 minutes. Donc c'est génial. Bon, ça c'est la promesse. Mais il y a peut-être aussi de nouveaux problèmes. Alors je mets des points d'interrogation parce que Diem, Libra n'existe pas encore. Mais on s'est posé toutes ces questions en analyse. Problème de sécurité. Que se passe-t-il si l'ensemble du réseau Facebook est en panne? Que devient ma monnaie? Qui assure cette sécurité? Question de souveraineté monétaire. Si ma monnaie c'est Diem, la monnaie de mon pays c'est Diem, comment est-ce que je fais ma politique monétaire? Comment est-ce que j'assure la stabilité de mon système financier? Qui s'occupe de ça? Un enjeu de concurrence. Donc si Facebook, c'est l'entité mondiale qui gère la monnaie mondiale, il n'y a plus de place pour les autres alors. Vous voyez, il y a toutes ces questions que ça pose.
Et du coup, il y a une réflexion qui est très intense, qui n'est pas aboutie sur la définition d'un cadre réglementaire. Comment est-ce qu'on régule tout ça? Si vous interrogez un gouvernement, une banque centrale, une autorité publique, on va vous dire évidemment il faut réguler tout ça, il faut qu'on contrôle. La monnaie, c'est la loi. Bon. Alors, ça ne plaît pas. Ça peut provoquer des réactions. On se dit c'est encore le gouvernement qui veut se mêler de tout, les autorités publiques qui veulent se mêler de tout. En réalité, prenons un peu de recul et essayons de voir ce qui est en jeu. De notre point de vue, je vous donne le point de vue de la banque, la manière dont on approche ces sujets. On voit l'innovation. Mais on se dit, il n'y a pas de vraie innovation s'il n'y a pas une sécurité qui assure la confiance dans l'innovation. Donc ça, c'est notre travail. Comment est-ce qu'on concilie les deux? Eh bien, ça, c'est le rôle de la réglementation. Donc, ça veut dire qu'il faut penser la réglementation sans qu'elle ne tue l'innovation. Ce n'est pas le propos. On est convaincu aujourd'hui qu'il y a une valeur ajoutée à la blockchain si on sait bien l'utiliser. Mais on est convaincu aussi qu'il y a des risques et on essaie de les maîtriser. Donc, il faut une réglementation financière qui permette de gérer tout ça, sans pénaliser les nouveaux acteurs qui arrivent. Et donc l'approche, c'est de dire, à risque égal, à activité identique, même régulation. Ça, c'est le principe. Il y a un deuxième sujet qui est celui de la protection des données. Alors les gens qui sont sur les grands réseaux sociaux, qui mettent leurs données personnelles et qui, a priori, que ça ne gêne pas de voir ces données stockées ailleurs sans leur contrôle et que ces données soient utilisées pour, en réalité, alimenter des stratégies commerciales, peuvent dire, bon, finalement, j'ai donné mon consentement, il n'y a pas de difficulté. Mais enfin, bon, ça peut être une difficulté. Et on peut se préoccuper. Il se trouve qu'aujourd'hui, en Europe, on a ce règlement de protection des données personnelles, qui fixe un cadre. Et je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de zones dans le monde qui envient ce règlement, qui est contraignant, mais qui oblige les opérateurs. Il y a la question de la concurrence et des concentrations. Je veux dire, est-ce qu'on a envie d'un monde où, en réalité, si on se plaint du monopole public sur la monnaie, est-ce qu'on a envie que ce monopole soit un monopole privé? On peut se poser la question, vraiment. Et puis, il y a la question de la cybersécurité. Donc, la réglementation, la réflexion sur la réglementation, elle couvre ces différents domaines. Donc, il y a beaucoup de discussions, mais en Europe, on a déjà pris des options très concrètes. Alors, il y a une difficulté, c'est qu'il faut que les actions soient coordonnées de par le monde, parce que là aussi, on est dans le monde Internet. Si vous régulez, si vous mettez des règles très fermes dans un territoire, ça ne va pas marcher avec Internet. Donc, il y a cette difficulté qu'il faut gérer. Mais la stratégie européenne, elle est à 3 piliers, je dirais. Il y a un projet de règlement qui est en cours de discussion aujourd'hui entre le Parlement et la Commission européenne, qui vise en fait à encadrer l'action des plateformes et puis l'action des émetteurs de crypto. Ça, c'est ce qu'on appelle le règlement MiCA. Pour l'instant, c'est entre spécialistes, mais vous en entendrez peut-être parler l'année prochaine. Il y a ce qu'on appelle le règlement DORA qui vise en fait à harmoniser toutes les actions et toutes les mesures qui sont prises aujourd'hui pour gérer la question de la cybersécurité, mieux protéger. La cybersécurité, ce n'est pas qu'un sujet technique. En réalité, il y a une dimension militaire et géopolitique dans cette affaire. Donc, il y a ce règlement qui vise en fait à mieux coordonner les actions de protection qu'on mène en Europe dans ce domaine. Et puis, sur la blockchain, qui est l'innovation et dont j'ai dit en fait qu'elle pouvait présenter certains intérêts, il y a l'idée de dire on va permettre à qui veut, dès lors qu'un certain nombre de critères sont respectés, de faire l'expérimentation et d'utiliser la blockchain dans tous les systèmes qui aujourd'hui permettent de faire du paiement, qui permettent de faire de l'émission de titres. Quand on va à la bourse, même quand on paie un achat chez son commerçant, l'argent qui circule, il passe par des systèmes qu'on appelle les infrastructures de marché. Bon, ça c'est pas visible du public, évidemment. Mais enfin, ce sont de grosses machineries informatiques. Et donc, il y a l'idée de dire, ces systèmes, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas les faire fonctionner sur des blockchains? Donc, on expérimente. Alors, la réglementation, ça permet d'une certaine façon aux autorités de prendre la main, mais pas au sens... en tout cas, ce n'est pas notre point de vue, j'insiste là-dessus, pour empêcher l'innovation, la bloquer ou l'interdire. Donc on ne fait pas comme en Chine. On essaie d'avoir une vue équilibrée. Et puis on se dit, on peut peut-être réfléchir à aller un cran plus loin.
C'est le sens de l'annonce de la BCE, de Christine Lagarde, en juillet de cette année, où elle dit « On va lancer un projet d'euro numérique ». Et je vais vous en dire quelques mots très, très rapidement pour montrer les enjeux. C'est pas encore le cœur de l'affaire, on en est tout au début. Donc vous entendez beaucoup parler de l'euro numérique, retenez que on est tout au début. Donc on ne va pas s'affoler, et peut-être que, pas moi, mais d'autres collègues auront l'occasion de revenir pour vous en parler au fur et à mesure qu'on avancera sur ce sujet. Mais ce qui est intéressant d'ores et déjà, je pense, c'est de bien se faire des idées claires sur un certain nombre de choses. C'est-à-dire que si on va dans cette direction, on émet une monnaie numérique, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça apporte? Ce que Christine Lagarde a annoncé, c'est un projet pour le public. Il dit, on va émettre une monnaie numérique, et l'idée, c'est de dire, plutôt que d'avoir du cash, des billets, on va permettre aux particuliers, aux entreprises, d'avoir une forme de monnaie numérique équivalente au cash. Mêmes usages, il y a un enjeu de protection de la vie privée. Le cash, d'une certaine façon, permet une forme d'anonymat, même si l'utilisation du cash est encadrée. Mais on pourrait avoir une forme numérique de cash. Donc ça, c'est l'idée qu'il y a derrière l'annonce de la BCE. Il y a une autre dimension à l'affaire, qui n'est pas la dimension qui est privilégiée à ce stade, mais enfin qui existe et qu'on est en train d'explorer, qui est de dire, mais l'euro numérique, ça peut être quelque chose qui circule entre les institutions financières pour les aider à réaliser leurs opérations. Et là aussi, le gain, il est le même, c'est avoir la monnaie de la Banque centrale sous une forme assez sûre, assez liquide, pour régler finalement tout ce qui se passe sur la blockchain. Donc, sur la blockchain, quand je veux régler, quand je fais un paiement, plutôt que de le faire en Bitcoin qui bouge beaucoup, plutôt que de le faire, je ne sais pas moi, en Tether, avec des émetteurs dont je ne sais pas très bien ce qu'ils font, je le fais en monnaie numérique de banque centrale, et je le fais avec d'autant plus de confiance que derrière, je sais que c'est sérieux, que c'est sûr, que c'est liquide. Et derrière, c'est une créance sur la banque centrale. Donc s'il y a un problème, la banque centrale vous rembourse. Donc ça, c'est l'idée fondamentale qu'il y a derrière. Et derrière, ça peut permettre de résoudre d'autres difficultés qu'on a avec l'émergence des cryptos. C'est cette question de préserver la souveraineté nationale. Bon, on vit dans un monde global, d'une certaine façon, et dans beaucoup de domaines, on a aboli les frontières. En matière de monnaie, la souveraineté, ça a beaucoup de choses. Si les États-Unis aujourd'hui sont encore la première puissance économique mondiale, ça a beaucoup à voir avec la manière dont le dollar est utilisé et détenu. Donc, il y a des enjeux très forts qui dépassent l'horizon technique. C'est un enjeu presque politique. Bon. Il y a la question des paiements transfrontières. Alors ça, c'est plus un problème de niche, on dirait, mais enfin, il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'envoyer de l'argent à l'étranger, de faire des transferts. Aujourd'hui, c'est un problème reconnu dans le système monétaire international. Quand on veut faire ça, ça coûte de l'argent, ça prend du temps. S'il y a une solution qui permet de le faire plus vite, de façon instantanée, tant mieux. Donc ça c'est l'ambition également. Il y a des points de vigilance. Alors ça, c'est les apports. Il y a des points de vigilance auxquels on fait très attention. C'est pour ça que je dis qu'on en est au début de la réflexion. C'est-à-dire que vous voyez, potentiellement, si on fait une affaire comme celle-là, ça peut impacter la monnaie scripturale qui est dans les banques, avec des phénomènes de substitution. Il faut se dire que les dépôts bancaires, c'est une ressource pour les banques. Si elles n'ont plus cette ressource, comment font-elles ? Comment est-ce qu'elles exercent le rôle d'intermédiation? Comment est-ce qu'elles continuent de faire du crédit? Donc il y a toutes ces questions qu'on se pose et donc qui impliquent de faire très attention quand on fait, quand on réfléchit à cette question. Il y a des solutions pour gérer tout ça. Elles ont à voir avec la manière dont on dessinera la monnaie si jamais on prend la décision de la faire concrètement. Mais il y a tous ces enjeux, il faut garder en tête. C'est pas trivial, il ne suffit pas de l'annoncer. C'est pas juste j'émets. Et donc là, je suis pas, quand on parle de la monnaie numérique de banque centrale, on n'est pas dans le rôle d'une entité publique qui se préoccupe juste de son horizon commercial et de sa sphère commerciale. Vous êtes une autorité, vous avez en charge des citoyens, une population, une nation.
C'est ça qu'on gère. Ceci dit, donc il y a des apports, il y a des inconvénients. Il n'empêche qu'aujourd'hui, le sujet est mondial, il est partout. Vous avez à peu près aujourd'hui 90% des banques centrales qui font des expérimentations dans ce domaine. Vous en avez 2 qui émettent déjà concrètement de la monnaie numérique, sous l'angle que j'ai indiqué, tokenisée ou sur des blockchains. C'est l'expérience, enfin, non, ce qui se passe aujourd'hui aux Bahamas et puis dans l'Union des États de la Caraïbe orientale. Mais il y a des expérimentations en Europe. Ce qu'il faut en retenir, c'est sur ce que pourrait être la monnaie de demain. J'ai gardé le point d'interrogation parce que tout ça, en réalité, est encore assez hypothétique. Hein. Il ne faut pas confondre expérimentation, réflexion avec réalisation. Si vous voulez imaginer, c'est ce que je vous propose, la manière dont la monnaie pourrait être configurée demain, je vous ai au départ montré les 2 formes de la monnaie, les pièces et les billets d'une part, la monnaie scripturale d'autre part. Mais ce qu'on pourrait imaginer, c'est qu'à côté des billets et des billets, il y a une forme numérique pour le public de billets. Et puis pour les intermédiaires financiers, il y a aussi une forme numérique qui leur permette de gérer des opérations financières qu'elles feraient sur la blockchain. Donc c'est une manière assez synthétique de résumer tout ce que je viens de vous dire. Et puis, je vais conclure avec un aphorisme qui est assez célèbre. Hein. C'est une citation de ce film magnifique. On a commencé par un film, on en finit par un autre, Le Guépard, où le personnage d'Alain Delon, Tancrède, dit, en fait, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est une histoire qui se passe sous la Révolution italienne et on voit un monde qui change. Enfin, et les personnages principaux, c'est une aristocratie qui voit un peu son monde s'effondrer et qui s'interroge sur quel sens prendre. Alors Tancrède, lui, il dit qu'il faut s'adapter. Il y en a d'autres qui cherchent un peu à rester un peu et à résister. Et il dit, si nous voulons que tout reste tel que c'est, il faut que tout change. Il faut tout changer pour ne rien changer. Voilà, je m'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Et puis maintenant, on prend vos questions. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour votre conférence. Moi, j'avais une question justement. Si les banques centrales se mettent à produire et à fournir au grand public donc des crypto-monnaies, des crypto-actifs pour remplacer les billets, quel serait l'avenir pour les banques commerciales? Quel rôle elles pourraient avoir et quelle pertinence elles garderaient? Alors, dans ce qu'on imagine aujourd'hui, il y a 2 volets. Il y a un volet qui concerne l'infrastructure. J'ai dit, hein, dans toutes ces opérations de paiement, il y a ce que le public voit et puis ce qu'on ne voit pas. Donc l'infrastructure, c'est ce que vous ne voyez pas. C'est-à-dire les plateformes informatiques et les opérations informatiques qui permettent à la monnaie de circuler. Bon. Ça, c'est l'affaire des banques centrales. Ça, c'est ce qu'on sait faire. Aujourd'hui, dans la zone euro, ça se passe comme ça. La monnaie, elle circule à travers un système qui s'appelle Target 2 et qui fait que quand je fais un paiement à un endroit dans la zone euro, ça passe à un autre endroit dans la zone euro. Quand je fais un paiement à un commerçant X, ça passe à une entité Y, etc. Bon. Donc, demain, on peut imaginer que effectivement les banques centrales développent cette infrastructure. Le principe, ça serait, parce qu'il y a un enjeu, on a compris, de rapidité. Je suis revenu à plusieurs reprises sur cette notion. Et donc, on ferait ce qu'on commence déjà à faire en réalité, du virement instantané. En fait, ce serait des procédures instantanées. Ça existe aujourd'hui.
Et puis il y a un volet distribution, ou je dirais ce qu'on appelle en anglais le front-end. C'est une fois que c'est émis, que les banques centrales s'en sont chargées, qui distribue, qui le met à disposition du public. Et c'est là où les banques ont un rôle à jouer. C'est ce qu'elles font aujourd'hui. Quand la Banque centrale émet de la monnaie, que ce soit des billets ou de la monnaie sous forme scripturale, cet argent, vous le récupérez via votre banque. Hein. Vous avez d'argent en compte à la banque. Si vous voulez avoir des billets, vous allez au guichet, ou vous allez au guichet automatique ou au comptoir de la banque et on vous remettra des billets. Ces billets, ce sont des billets en fait qui ont été fournis à la banque par la Banque centrale. Donc, il y a un rôle de distribution. Et puis, la banque aujourd'hui, elle a sa propre forme de monnaie qui sont les comptes qu'elle gère. Sous sa propre autorité, avec une garantie qui va jusqu'à, dans la zone euro, en France en tout cas, 100 000 euros de garantie de dépôt. Sur les dépôts à la banque, vous êtes garanti jusqu'à hauteur de 100 000 euros. Alors, on me dira, il faut les avoir, mais bon. D'accord ? Donc ça, c'est le rôle de la banque. Et donc, demain, on peut imaginer que cette structuration de l'émission et la distribution de monnaie continue. Mais il peut y avoir effectivement d'autres scénarios. Hein. Bonsoir. J'ai une question moi, par rapport au fait qu'aujourd'hui les cryptoactifs sont émises d'une manière limitée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il n'y a plus la possibilité de recréer par exemple du Bitcoin. Donc on ne va pas parler de minage, c'est pas le sujet. L'idée c'est qu'aujourd'hui de la monnaie fiduciaire, qu'elle soit dollar ou euro, il y a possibilité d'en imprimer de la nouvelle masse. Quelle est justement la vision sur les euros numériques, alors sur l'euro numérique ou autre monnaie quelle qu'elle soit, sur justement ce côté qui intéresse aussi le public dans l'émission limitée des cryptoactifs. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un sujet qui va être mis sur la table sur la limitation aussi des euros ou de l'euro numérique ou autre, ou est-ce qu'il y aura, comme aujourd'hui les monnaies fiduciaires, la possibilité d'en imprimer, d'émettre sans limite, comme ça se passe aujourd'hui? Alors, merci de la question, mais je vais tout de suite clarifier. La dernière partie de ta question, elle repose sur un présupposé qui est erroné. Il n'y a pas d'émission sans limite. Je vais expliquer. Juste un mot peut-être sur le volet cryptoactif. Effectivement, Bitcoin, par construction même du protocole Bitcoin, voit son émission limitée. On sait que l'émission de Bitcoin cessera. C'est une histoire d'un siècle, hein, dans une centaine d'années d'ici maintenant. Bon, par construction. Quel est l'effet de cette limitation volontaire, hein, qui est inscrite dans le code? C'est que vous avez affaire à un bien rare, avec une émission qui se fait de façon dégressive, en fait, de plus en plus ralentie, et une demande qui est de plus en plus forte parce que vous avez des acteurs qui voient le cours du Bitcoin monter. Donc ce télescopage entre une demande qui croît et une offre qui ralentit et qui va plafonner, c'est que le prix continue d'augmenter. Donc là, le motif de détention du Bitcoin, c'est la spéculation. Ça n'est pas pour effectuer des achats comme on le ferait avec la monnaie. Ça n'est pas pour satisfaire ce type de besoin-là. Et d'ailleurs, il y a quelques études d'économistes qui vont dans ce sens. Aux États-Unis, ils ont fait ce type de sondage pour vérifier auprès des gens qui détiennent du Bitcoin quelles étaient leurs motivations. Et clairement, l'idée de dire je vais détenir du Bitcoin parce que je ne veux plus de dollars, c'est pas l'idée qui domine. L'idée, c'est bien celle de perspective de rendement en prenant un certain risque. Ça, c'est une chose. Je le dis pour que ça soit bien clair. Alors, sur la monnaie fiduciaire, cette idée de dire que, en fait, comme on n'est pas limité dans l'émission de la monnaie fiduciaire, c'est un problème. Alors, c'est un problème si on ne sait pas ce qu'on fait. Je vais prendre un exemple, cas extrême, ce qui s'est passé dans la crise qu'on a connue et dont on commence à peine à émerger. Bon. Quand en mars de l'année dernière, en fait, les entreprises, alors les ménages se sont retrouvés dans la situation de confinement et avec une vraie difficulté à exercer leur activité, on a vu de très fortes tensions
sur l'activité économique. En réalité, si vous regardez l'évolution du PIB, c'est un moment d'effondrement comme on n'en a jamais connu en plusieurs décennies. Comment est-ce qu'on est sorti de cette affaire? Bien, il y a une réaction massive des autorités, gouvernement, banque centrale, conjointement. Qu'ont fait les banques centrales? Elles ont émis de la monnaie massivement. Est-ce qu'on peut... Alors, elles l'ont fait sous différentes formes. Hein, bon, je ne veux pas rentrer dans les détails pour rester sur le propos, mais elles l'ont fait. Est-ce qu'on peut juger que cette émission massive de monnaie était négative? Non, c'était la clé pour sortir de la crise, pour aider les entreprises qui en avaient besoin, pour tenir le choc de la pandémie, payer des salaires et permettre à des gens de continuer à vivre. C'est ça qu'on a fait. On a émis massivement. Donc, l'idée de dire que si on émet beaucoup de monnaie centrale, alors ce n'était pas de la monnaie fiduciaire en tant que telle, c'est de la monnaie plutôt scripturale, mais enfin c'est de la monnaie centrale émise par la Banque centrale. L'idée de dire que par principe c'est quelque chose de négatif, ça ne colle pas avec cette situation. Mais ce qui peut se passer, effectivement, c'est qu'on peut se retrouver dans une émission de monnaie qui n'est pas contrôlée et qui derrière va produire de l'inflation. Alors, l'inflation, lorsqu'elle n'est pas maîtrisée, et elle peut déboucher sur des situations d'hyperinflation, mais il y a la situation symétrique, pas complètement, mais enfin opposée, je dirais. L'autre extrême qu'on veut éviter, c'est la situation de déflation, où là, il n'y a pas suffisamment de monnaie dans l'économie, et on se retrouve dans une situation où les entreprises, l'activité baisse, les revenus baissent, et donc c'est aussi la crise. Bon, on veut éviter en permanence ces deux extrêmes. Donc, pour cette raison-là, l'émission de monnaie centrale, elle est au contraire extrêmement contrôlée. Alors aujourd'hui, les banques centrales ont une stratégie monétaire qui ne passe pas par l'affichage systématique d'objectifs sur la masse monétaire. Mais pendant plusieurs années, on l'a fait. Ça, c'était un peu les stratégies, je dirais, des années 80. Enfin, si vous reprenez un peu, faites un cours d'histoire monétaire en France ou dans la zone euro, vous verrez qu'un certain nombre de banques centrales qui avaient ces politiques d'agrégat monétaire en disant on dit la masse monétaire, sur cette année, sa croissance ne doit pas dépasser plus de X%. Et le X% était déterminé en fonction de la perspective qu'on avait sur l'inflation. C'est très inspiré de l'approche quantitativiste de la monnaie. Alors cette idée, elle reste. Il n'y a plus l'affichage sous forme de masse monétaire pour différentes raisons, qui sont des raisons techniques, statistiques. C'est pas facile à maîtriser, c'est difficile à mesurer, mais l'idée, elle reste au sens où il y a toujours une cible d'inflation. Donc dans la zone euro aujourd'hui, on dit l'inflation, elle doit être voisine de 2%. Et si elle la dépasse, il ne faut pas que ce soit trop fortement, en tout cas pas durablement. Et l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on fait? Et la manière de faire, c'est précisément de calibrer soigneusement l'émission monétaire, l'argent qu'on met à la disposition des banques pour faire du crédit. Et ça se fait de façon, somme toute, assez précautionneuse, hein, assez subtile. Donc l'idée de dire que parce qu'on n'a pas inscrit dans le dur, dans le logiciel, une limite à l'émission de monnaie centrale, ça implique nécessairement qu'elle soit émise n'importe comment, elle ne correspond pas aux faits, à la réalité d'aujourd'hui. Là où tu as un point, c'est que ça suppose quand même qu'on ait des structures de gouvernance qui fonctionnent bien. Il y a des États où ce n'est pas le cas. Je ne vais pas te donner de nom, mais ce sont des exemples que vous pouvez retrouver très facilement. Interrogez-vous sur la raison pour laquelle le Salvador dit je donne cours légal au Bitcoin et j'en fais ma monnaie. En fait, ce qu'on constate là aussi, il y a des travaux d'économistes qui montrent bien que, en fait, là où il y a une appétence assez forte finalement pour les cryptoactifs et l'utilisation des cryptoactifs à grande échelle, c'est souvent des pays, des zones en guerre, des zones où les structures de gouvernance, les institutions ne fonctionnent pas bien et où il n'y a pas nécessairement une banque centrale qui a la maîtrise de sa monnaie. Donc c'est ça le sujet qu'on a. Donc la banque centrale, si elle fait correctement son travail, elle n'a pas de difficulté à gérer l'émission de monnaie.
D'abord, merci pour votre exposé. Il me semble qu'il y a un pays européen d'Europe du Nord, la Suède, qui à un moment a réfléchi à la possibilité de faire disparaître sa monnaie fiduciaire, la couronne, pour en faire une monnaie uniquement numérique. Est-ce que vous avez des informations sur cette idée qu'ils avaient et si c'est toujours en cours? Non, je vous rassure, j'espère. Non, les Suédois n'ont pas eu l'idée de faire disparaître les espèces. Ce qu'ils ont constaté simplement, c'est que les gens utilisaient de moins en moins d'espèces. Bon, donc c'est un constat. La monnaie, c'est ce que les gens en font, c'est l'usage qu'ils en font. Donc ils font le constat qu'il y a une demande moindre d'espèces. Aujourd'hui, dans la zone euro, c'est pas le cas. On constate qu'en fait, malgré tout ce qu'on peut en dire, il y a toujours une demande forte d'euros. Bon, et je vous ai donné le sondage tout à l'heure. 80% des citoyens qui disent qu'ils sont satisfaits de l'euro. Bon, en Suède, effectivement, ils sont confrontés à cette situation. Et donc, ils ont réfléchi à ce que pourrait être une alternative pour la Banque centrale pour garder la maîtrise finalement de sa politique monétaire. Encore une fois, la monnaie centrale, elle est importante alors, pour servir les usages du public, mais aussi pour piloter la quantité de monnaie en circulation qui est importante, c'est ce qu'on vient de se dire, pour gérer l'inflation, pour aider en cas de crise, etc. Bon. Donc c'était ça leur problématique. Ils avaient un deuxième problème, enfin, ils se sont posé une deuxième question qui est, dans une situation de crise, où je ne peux pas alimenter le public en cash, parce que, je ne sais pas, il y a une situation qui fait que les gens ne peuvent plus accéder au guichet automatique, et je ne peux plus faire la circulation de cash. Comment est-ce que malgré tout, je pourrais continuer à donner accès au public à la monnaie centrale? Donc si on ne peut pas le faire physiquement, est-ce qu'on ne peut pas imaginer de le faire virtuellement? Donc ça a conduit effectivement à leur projet qu'ils ont nommé e-krona, comme couronne électronique. C'est un projet qui a démarré en fait il y a déjà quelques années. Ils ont passé, en fait, ils l'ont fait en 2 étapes. Il y a eu une étape de réflexion assez longue. Enfin, en tout cas, moi, j'ai appris l'existence de ce projet, je vais vous dire, en 2015-2016. Ils avaient déjà commencé. On est allé les voir pour comprendre ce qu'ils voulaient faire. Donc ça a été un peu ma première exposition à cette question de monnaie numérique de banque centrale. Et en fait, dans leur plan d'action, ils n'ont toujours pas mis en œuvre. Donc là, ils en sont à une deuxième phase où ils expérimentent. Hein, ils vont essayer de tester, notamment de réfléchir à ces questions de distribution, d'impact sur les banques, etc. Donc ils en sont dans cette phase-là. Et donc c'est un projet qui vit, en fait, qui est répertorié dans la carte que je vous ai montrée tout à l'heure à l'écran. Et effectivement, qui est une expérimentation intéressante par rapport au cas d'usage. C'est quid dans une situation où j'ai une baisse des espèces? Comment est-ce que je peux continuer à répondre aux besoins du public par rapport à ça? Et qu'est-ce que je fais dans une situation de crise où je ne peux plus accéder aux espèces? Voilà. Il y a 2 questions là-haut. Bonsoir monsieur. Alors, la monnaie numérique, 3 questions, 2 sur les perspectives, une sur la réalité. La première question, c'est dans combien d'années pensez-vous que l'on pourra acheter une maison pour y habiter et vivre avec des crypto-monnaies? La deuxième question, c'est de nos jours, dans les comptes bancaires ont toujours une espèce de fonds de compensation, je ne sais pas si je le dis bien. Dans le cas de si une banque tombe, non? Si une banque tombe, il y a l'État qui fournit une certaine quantité d'argent. Dans le cas de l'Espagne, ça va jusqu'à 100 000 ou 150 000 euros. Dans le cas des crypto-monnaies, y aura-t-il, est-ce que pensez-vous qu'il y aura peut-être, ou que c'est en train de se créer, un fonds de compensation pour les crypto-monnaies? Et la troisième question sur les réalités, c'est sur la deuxième question que vous avez fait dans l'app, c'était sur Messi. Croyez-vous réellement que Messi connaît les NFT tokens? Merci.
Très bien, merci pour les questions. Sur l'horizon, dans le projet d'euro numérique, je crois que Christine Lagarde a évoqué quelque chose comme 2026, ça devait, mais ça reste encore très hypothétique. En fait, en réalité, on en est aujourd'hui à une phase d'investigation qui peut durer jusqu'à, on est en 2021, jusqu'à fin 2023. Fin 2023, c'est le délai qu'on se donne pour finalement faire toutes les analyses et les préparatifs techniques qui permettraient de prendre la décision de lancer ou pas. Parce que comme dans tous les projets, il y a une décision, on y va, on n'y va pas. Donc, si on y va, si on décide d'y aller, on se dit qu'il faudra encore plusieurs années avant que ça devienne effectif. Et donc, l'idée qui a été évoquée, c'est pas avant 2026. Je préfère le dire comme ça. Je ne dis pas que c'est en 2026, c'est pas avant 2026 si jamais ça se fait. Ça, c'est sur l'horizon. Sur la protection dont pourraient bénéficier des particuliers, par exemple, enfin, des détenteurs de crypto, de monnaie numérique en cas de défaillance d'une banque, si on prend cette émission. Aujourd'hui, effectivement, en France, la protection dont bénéficient les particuliers, c'est à hauteur de 100 000 € de leur dépôt bancaire. Comment est-ce que cette protection est assurée, ce fonds de protection, c'est l'engagement des banques. Ce n'est pas l'argent de l'État. C'est l'engagement des banques commerciales. Hein, c'est important de bien l'indiquer. En cas de crise, il peut y avoir des mécanismes de soutien qu'il faut que les autorités interviennent. C'est ce qui s'est passé en 2008. Mais rappelez-vous 2008. 2008, les États se sont retrouvés dans des situations où ils étaient presque forcés d'intervenir alors qu'on aurait pu considérer que les raisons de la crise venaient de l'insuffisante préparation des établissements bancaires à cette situation. Donc, ça clairement, tout l'effort qui a été fait depuis 10 ans vise à éviter la répétition de ce genre de situation. C'est-à-dire que finalement l'État ou les autorités publiques se retrouvent à éponger les pertes des banques si elles n'en sont pas responsables. Ceci dit, dans ce dispositif, aujourd'hui en France, on a un système d'assurance dépôt à hauteur de 100 000 €. Le montant varie selon les pays. Et l'enjeu aujourd'hui pour la zone euro, c'est de voir si on peut arriver à une situation où on harmonise tout ça. Bon. Donc ce dispositif qui cadre un peu les conditions dans lesquelles les banques participent à l'émission de monnaie. Si demain, on a un euro numérique, il n'a pas vocation à disparaître. Peut-être qu'il faudra le repenser. Enfin, il y a toute une organisation monétaire et réglementaire peut-être à bien préciser en fonction des choix de distribution qui seront faits. Donc, je dirais qu'à ce stade, c'est de l'ordre de la réflexion. En réalité, dans les préparatifs de l'euro numérique, le constat qu'on fait, c'est que, au fond, l'enjeu, il y a un enjeu technique, bien sûr, mais on a fait beaucoup d'expérimentations d'ores et déjà, et on voit que c'est possible. La technologie le permettrait. Je dirais comme ça. On ne précise pas les conditions. Ce qui est plus compliqué, c'est de définir les conditions dans lesquelles on le fait. Comment est-ce qu'on articule ça par rapport au système bancaire ? Quelles sont les règles de droit qu'on doit préciser pour permettre la circulation de cet euro numérique en toute sécurité ? En toute sécurité. Rappelez-vous ce que j'ai dit, hein, la Banque centrale elle fait deux choses. Elle contrôle la quantité de monnaie et elle assure la sécurité des moyens de paiement. Cette notion, elle est primordiale. S'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de monnaie. Et puis la dernière question sur le PSG Fan Token, oui, c'est probable que Nessie n'en sache rien. Son agent, enfin la personne qui a négocié le contrat peut-être, mais en fait, c'est peut-être plus qu'un gadget. Je ne sais pas ce que ça va devenir les Fan Tokens, hein, mais on voit que derrière, il y a une manière de fidéliser les supporters. Les supporters, bon, il y a une espèce de demande, hein, vous voyez, le prix, c'était quelques euros. Maintenant, ça en vaut peut-être à peu près 10 fois plus. Je ne sais pas ce que ça deviendra, mais clairement, oui. Mais Messi, je crois qu'il n'est pas forcément très focalisé sur les PSG Fan Tokens. Enfin, c'est de mon point de vue. Je vous remercie pour cette présentation très claire. Une simple question. Nous sommes engagés dans un système de verdissement du système financier, et vous n'avez pas évoqué cette dimension-là.
Est-ce qu'elle est prise en compte dans la conception de l'euro numérique dès maintenant? Est-ce que vous avez calculé un bilan carbone par rapport à des cryptoactifs, par rapport à un stablecoin, même par rapport à de la monnaie fiduciaire? Est-ce que vous pouvez en dire un mot? Donc là aussi, merci de la question. En fait, vous avez raison, mais bon, dans un exposé comme celui-là qui a de multiples entrées, on est obligé de faire quelques choix. Mais la question du verdissement des opérations de la Banque centrale, d'une façon générale, elle est très présente. On a annoncé une feuille de route là aussi à l'été dernier. L'été dernier, ça a été un moment d'annonce très importante au plan de l'Eurosystème. Donc, si ça vous intéresse vraiment, je vous invite à revoir toute la communication qui a été faite. On a annoncé une feuille de route sur le verdissement, d'une façon générale, des opérations de politique monétaire, qui doit nous mener jusque vers 2024-2025. Donc là, il faut accepter le temps qui passe et il faut accepter de se donner le temps. Ça ne veut pas dire qu'on traîne, mais ce sont des choses qui sont extrêmement techniques. Il y a des travaux qui sont lancés, qui recouvrent différentes dimensions. Je vais vous en donner deux et puis je vais faire le lien avec la monnaie numérique. On parle des opérations de politique monétaire. En fait, on a deux grands canaux pour conduire ces opérations de politique monétaire. On achète des titres. Donc, le travail qu'on est en train de faire, c'est comment privilégier dans ces achats de titres ceux qui participent du verdissement de l'économie et qui vont plus vers le financement d'économies à faible teneur en carbone. C'est une première idée. Donc ça demande un travail technique, en fait, parce que vous ne voulez pas vous précipiter, créer des bulles financières. Donc il faut faire très attention à l'impact que ça peut avoir sur les prix des actifs. Il y a une deuxième voie possible, en fait, qu'on explore également, c'est la voie des garanties qu'on prend lorsqu'on prête de l'argent aux banques. Lorsqu'on prête de l'argent aux banques, ça n'est pas comme ça gratuitement, ça coûte de l'argent et on prend des garanties. Donc on se dit, les garanties qu'elles vont nous fournir, on va voir comment privilégier des garanties qui, là aussi, participent du financement d'activités vertes. Ces garanties sont des titres pour la plupart, peut être des prêts aussi, et donc l'idée c'est de voir comment est-ce qu'on peut privilégier les garanties qui permettent le financement d'activités vertes. Donc ça c'est les deux grandes idées. Enfin, il y a une troisième voie, mais je dirais qui est d'ores et déjà en fait assez active, c'est la transparence, c'est dire ce qu'on fait, montrer ce qu'il y a dans le bilan, pour montrer qu'effectivement dans notre bilan, on réduit la part des opérations à forte teneur en carbone. Donc ça c'est la démarche générale. Et donc ça va se concrétiser à l'horizon 2024, en fait de façon progressive. Je pense qu'il va y avoir des annonces tout le long. Le lien avec la monnaie numérique, c'est qu'effectivement, il y a ce débat autour de l'émission de monnaie numérique et du fonctionnement des blockchains. Une blockchain, c'est quelque chose qui nécessite de faire fonctionner plusieurs milliers d'ordinateurs en même temps. Je crois que dans le cas du Bitcoin, il y a plus de 10 000 ordinateurs qui tournent en permanence. Et on estime que ça nécessite une très forte consommation d'électricité. C'est l'équivalent de la consommation, ce que j'ai pu lire, des Pays-Bas par exemple. Donc c'est absolument énorme. Et donc il y a un enjeu qui est de voir comment est-ce qu'on peut réduire ce type de consommation. C'est une démarche comme celle qu'on a dans n'importe quelle autre activité de la vie économique. C'est comment est-ce qu'on réduit la consommation d'électricité et donc l'utilisation d'énergie fossile ou de ce genre de choses. Et donc comment est-ce qu'on fait demain des blockchains ou un processus d'émission de la monnaie qui soit le moins émetteur possible de gaz à effet de serre. Donc cette préoccupation, elle est présente. Les réponses ne sont pas encore complètement établies, mais elle est présente. Excusez-moi, il y avait un camarade qui voulait... Vas-y. Il est là. Oui. Bonsoir, excusez-moi, ma question n'a pas un rapport direct avec la monnaie numérique, mais vous avez beaucoup parlé de la stabilité des prix et du fait que ce soit votre domaine. Et je voulais savoir ce que vous pensez des dettes publiques de la France et des pays européens qui sont beaucoup trop élevées par rapport aux critères de Maastricht. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous avez à nous dire dessus? Je dirais,
le réglage macroéconomique, l'équilibre macroéconomique, effectivement, c'est deux choses. C'est une politique monétaire bien fondée, efficace, qui vise à la stabilité des prix, et c'est une politique budgétaire qui est aussi maîtrisée, avec des finances publiques maîtrisées, c'est-à-dire une dynamique du déficit et de la dette qui ne soit pas auto-entretenue et qui peut entraîner des situations complexes en matière de financement. Et donc, en clair, l'exemple extrême, par exemple, c'est le cas de la Grèce avec des situations de défaut, de quasi-défaut. Donc, clairement, la surveillance, le pilotage du déficit et de la dette publique, c'est quelque chose de crucial. La crise Covid est passée par là. Et la crise Covid s'est traduite par des interventions massives, je l'ai dit, des banques centrales et des gouvernements. Pour les gouvernements, ça s'est traduit par, là aussi, des aides massives accordées à l'économie, aux entreprises, aux ménages, pour aider à financer le chômage partiel, maintenir les revenus dans les entreprises. Donc, ça, c'est un supplément de dette publique. Donc, il y a une interrogation qui est comment est-ce qu'on gère ce supplément de public et comment est-ce qu'on en sort. Je crois que le message qu'on passe, et je vous renvoie à une lecture qui est peut-être, que vous pouvez trouver un peu aride, mais qui est essentielle par rapport à ce type de problématique, c'est la lettre du gouverneur au président de la République, où on précise toute notre action et notre approche de ces questions, où on est très clair sur le message, la dette, elle doit être maîtrisée. Donc, le mouvement qu'on a enclenché pour venir en aide massivement parce que c'était nécessaire, c'est un mouvement qui doit être maîtrisé dans le temps. Donc l'enjeu, je pense qu'il n'est pas là et je crois qu'il n'y a pas de désaccord là-dessus. Parce qu'on sait très bien que si ce n'est pas maîtrisé, c'est quelque chose qui ne finit pas bien. Ce n'est pas une problématique française, c'est une problématique globale en Europe, peut-être même mondiale. Donc il n'y a pas d'enjeu ou je pense de discussion, de mise en cause de l'objectif. La question c'est comment. Et donc l'approche qu'on préconise, c'est que c'est quelque chose qui doit s'inscrire graduellement, on doit marquer progressivement une trajectoire, aller vers une trajectoire qui montre un ralentissement et qui montre que les choses sont maîtrisées, c'est-à-dire s'assurer qu'on maîtrise les dépenses de fonctionnement, que l'État intervient dans les domaines où cette intervention est strictement requise, pas plus, privilégie les investissements publics de façon à retrouver une dynamique à la baisse du déficit. Et si cette dynamique est enclenchée, on doit pouvoir retrouver une maîtrise de la dette publique. Ce qui est compliqué, c'est que la dette, c'est quelque chose d'assez inerte. Vous ne baissez pas une dette publique comme ça. Bon. Donc ça c'est vraiment l'enjeu. Donc il y a un enjeu de crédibilité. Et donc ça c'est le travail du gouvernement. C'est ce qu'il doit faire quand il prépare la loi de finances. Et je ne pense pas, il me semble que la communication du ministère des Finances, de ce point de vue, est claire. Je crois que c'est un objectif qui est partagé. Peut-être que ce qui peut troubler, c'est le fait effectivement qu'on ait excédé les indicateurs qui sont inscrits, dans le traité de Maastricht, les indicateurs de finances publiques. Il y a une vraie question de référence, savoir si 3% de déficit public en termes de PIB ou 60% de dette publique en termes de PIB, c'est toujours le bon niveau des indicateurs. Bon, c'est un débat, je ne rentrerai pas dans ce débat-là. Moi, ce qui me semble plus important, encore plus important que la cible, on verra où ça nous mène, c'est la dynamique. Parce que ce qu'il faut absolument éviter, c'est l'effet de spirale. Alors aujourd'hui, sauf qu'on est dans une situation où les taux d'intérêt sont extrêmement bas. La France, quand elle émet, elle n'a pas de problème à emprunter, parce qu'elle émet à des taux extrêmement bas aujourd'hui. Le gouvernement français, quand il va sur les marchés, il émet à des taux extrêmement bas. Le fait que les taux d'intérêt soient extrêmement bas, ça permet de soutenir, de payer la dette dans des conditions finalement assez confortables. Et au fond, toute la stratégie, c'est de préserver ces conditions de financement qui restent favorables et qui font qu'on peut rembourser la dette sans difficulté tous les jours. Mais lisez la lettre du gouverneur au président de la République.